Rendez-vous fonctionne, nous vous proposons d'abord couper vos micros pour la première partie avec un temps de présentation de 10-15 minutes et nous vous passerons ensuite la parole pour répondre à vos questions. Vous pouvez également partager vos questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Donc voilà, ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou collectivement en équipe, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Enfin, sachez que, comme vous venez de le constater, chaque visio est enregistrée et elles sont mises ensuite à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et le lien vers cette chaîne YouTube du CHU est disponible dans chacune des invitations OA qui sont adressées par la direction qualité. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Jean-Christophe Onneau de l'unité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance qui va vous parler de la prescription de produits sanguins labiles. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renommer sur Zoom pour que nous puissions établir la liste des participants et merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra à la fin de la réunion. Bonjour, donc je suis Jean-Christophe Onneau. Merci à Madame Lanès de m'avoir proposé de présenter cette vidéo aujourd'hui. Je suis donc, comme elle vous a précisé, Jean-Christophe Onneau. Je suis praticien hospitalier au CHU et correspondant d'hémovigilance depuis 2 ans. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps un travail que nous avons réalisé au sein de l'unité qui était une évaluation des pratiques et cette évaluation concernait l'évaluation des pratiques de prescription des produits sanguins labiles sur le CHU de Nantes. En introduction, nous rappelons que la prescription de PSL est un acte médical qui est régi par les bonnes pratiques de prescription. L'EFS nous alertait régulièrement sur de nombreuses prescriptions non conformes qu'il recevait au centre, à l'unité de distribution et qui nécessitent systématiquement une action correctrice. Cette action consiste à minima en un rappel du prescripteur et ça peut être source non seulement d'un retard transfusionnel, mais également de multiples interruptions de tâches et de désorganisation des soins. Donc, l'objectif de ce travail était d'évaluer de manière précise ces non-conformités en distinguant d'un côté les non-conformités de forme plutôt en rapport avec un manque de rigueur lors de la rédaction de l'ordonnance et d'un autre côté les non-conformités de fond un peu plus subtiles et possiblement liées à une méconnaissance en médecine transfusionnelle. La méthode a consisté en un recueil rétrospectif et exhaustif des prescriptions. Puis, on a relevé des non-conformités selon la classification de l'EFS, les recommandations officielles de l'HAS et l'application d'un éventuel protocole transfusionnel dans le dossier transfusionnel patient. Les résultats. Nous avons analysé 839 ordonnances de PSL. Nous les avons groupées selon 3 types d'activités, réanimation, chirurgie, médecine, ceci pour essayer d'identifier un profil de prescripteur particulier. Et on constate que les disciplines médicales représentent 65% des prescriptions. Concernant les statuts du prescripteur, interne ou senior, il n'y a pas de prédominance significative d'un statut par rapport à l'autre. Concernant le contexte médical, 90% de ces prescriptions sont réalisées hors contexte d'urgence vitale et 70% sont faites hors permanence des soins. Rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet et intéressons-nous plus particulièrement aux non-conformités. 50% des prescriptions analysées sont non conformes, soit une moyenne de 30 prescriptions par jour, uniquement pour le site du CHU. Il n'y a pas de différence significative selon le statut du prescripteur, qu'il soit interne ou senior. Dans ce tableau, vous avez un listing des 9 types de non-conformités, numérotés de 1 à 10, et correspondant aux différents items qui sont à renseigner sur l'ordonnance de produits sanguins labiles. Donc, les non-conformités de fond comprennent la non-conformité 3, qui correspond à la qualification et à la transformation des PSL, et la non-conformité 4, qui correspond au poids du patient et au renseignement de la numération plaquettaire sur l'ordonnance. Les autres non-conformités sont des non-conformités de forme. Et donc, nous rappelons que chaque non-conformité, qu'elle soit de fond ou de forme, bloque la délivrance du produit sanguin labile.
Le graphique ici permet de visualiser la proportion de chaque type de non-conformité par rapport à la totalité des non-conformités qui ont été relevées. Donc, le nombre de non-conformités totales relevées était de 592. Donc, on constate que 3 types de non-conformités sont nettement prédominantes. Nous avons la non-conformité 3, qui est une non-conformité de fond et qui correspond à la qualification des produits sanguins labiles et qui est la plus importante. La non-conformité 4, qui concerne uniquement les plaquettes et qui est également une non-conformité de fond et qui correspond à l'absence du poids ou de la num plaquettaire renseignée sur l'ordonnance, ainsi que la non-conformité 6, qui, elle, est une non-conformité de forme et qui correspond à l'absence de renseignement de la date et ou de l'heure souhaitée de la transfusion. Enfin, si nous regroupons ces différentes non-conformités en non-conformités globales de fond et de forme, nous constatons que nous avons une petite majorité de non-conformités de fond, 56% versus 44% pour les non-conformités de forme. Ici, nous allons nous intéresser à ces mêmes non-conformités, mais elles sont rapportées au nombre de prescriptions non conformes par groupe. Les 3 groupes dont nous avions parlé précédemment, réanimation, médecine et chirurgie. Ici, vous avez un code couleur, le rouge foncé pour le groupe réanimation, dans lequel nous avions exclu la réanimation pédiatrique, le groupe jaune orange pour la médecine et le groupe vert pour la chirurgie. Et nous constatons que quelle que soit la discipline exercée et donc quel que soit le profil du prescripteur, nous retrouvons les 3 mêmes non-conformités prédominantes. Si nous regroupons en non-conformité de fond et de forme, nous retrouvons cette majorité de non-conformités de fond. Mais la différence entre les non-conformités de fond et de forme pour le groupe médecine en jaune-orange est moins marquée que pour les autres groupes. Et ceci en raison du groupe de l'hématologie, qui est le principal prescripteur de ce groupe et qui a un taux de non-conformité de fond plus faible par rapport aux autres services. Et enfin, il est important de souligner que 40% des prescriptions non conformes avaient un protocole dans le dossier transfusionnel patient et que celui-ci n'a pas été appliqué dans plus de la moitié des cas, dans 56% des cas. Donc, en conclusion, on retiendra que 50% des ordonnances de PSL au CHU sont non conformes, qu'une action correctrice est systématique avec des conséquences potentiellement préjudiciables en termes de désorganisation de soins et de délai de transfusion, qu'il y a de manière générale une sous-utilisation manifeste du dossier transfusionnel patient. Une amélioration des pratiques est donc indispensable, et sur le fond et sur la forme, celle-ci via les formations que l'on dispense régulièrement, mais également par les différentes procédures qui sont à disposition dans Innov. Et nous allons évoluer progressivement vers une informatisation de la prescription des PSL, ce qui permettra d'abord une consultation systématique du dossier transfusionnel patient en amont de la prescription et donc l'application des consignes secondairement lors de la rédaction de l'ordonnance et une réduction significative du taux de non-conformité qui est estimé aux alentours de 90%. La transition est donc parfaite pour rappeler dans cette seconde partie les bonnes pratiques de prescription. La première étape consiste à consulter le dossier transfusionnel patient pour vérifier si le patient est déjà connu et a un dossier transfusionnel patient. Pour ce faire, vous allez dans les mots service et pour l'ouvrir, il existe un lien à partir du DPI. Donc, lien externe, la petite icône hémovigilance et vous allez arriver directement sur cet écran sur lequel vous pouvez visualiser un certain nombre d'informations. Vous allez vérifier les données immunohématologiques. Est-ce qu'on dispose des deux déterminations du phénotype érythrocytaire? Est-ce qu'on dispose d'une RAI valide? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra alors faire les prélèvements nécessaires et les envoyer pour compléter ces données immunohématologiques. Ici, dans le rectangle rouge, vous pouvez voir en haut la notion RAI positive. Donc, cela signifie que le patient a des antériorités d'agglutinine irrégulières, qu'il est donc immunisé. Et ici, dans le rectangle à gauche, vous pouvez avoir la liste des anticorps.
Et enfin, dans ce rectangle bleu, eh bien, vous trouverez les protocoles et consignes transfusionnelles qui seront à retranscrire sur l'ordonnance lorsque vous rédigerez la demande de produits sanguins labiles. Ici, c'est un protocole qui est phénotypé Rhesuskel et compatibilisé. Autre exemple de protocole, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai juste, je pense, raté une diapositive. Voilà, un autre exemple de protocole qu'on retrouve en haut, phénotypé et compatibilisé. Et ici en bas, il est précisé phénotype érythrocytaire rare. Ça veut dire que ce patient a un groupe rare. C'est une notion qui est également importante à connaître. Autre type de protocole, ici c'est précisé allergie grave. En haut, dans la case dont on a parlé tout à l'heure, il est précisé ici incident. Ça signifie qu'un événement indésirable receveur a été déclaré. Donc, si vous voulez avoir le détail de cet événement indésirable et savoir ce qui s'est passé, eh bien, il faut aller sur l'onglet historique en cliquant et vous allez avoir apparaître une nouvelle page avec une ligne orange foncé intitulée FSI, qui veut dire fiche de signalement d'incident. Et là, vous avez le détail de l'événement indésirable. Et donc, en 2 clics et un seul coup d'œil, vous avez donc un visu sur la disponibilité et la validité des examens IH. Vous savez si votre patient présente un intérêt transfusionnel particulier. Et ces différents éléments peuvent également conditionner le délai de délivrance du produit sanguin labile, celui-ci pouvant aller de 10-15 minutes pour un produit guère standard jusqu'à plus de 24 heures lorsque vous avez affaire à un patient qui a un groupe rare. Et donc, au final, eh bien, vous avez une connaissance exhaustive du patient sur le plan transfusionnel. Après avoir consulté le dossier transfusionnel patient, vous allez rédiger l'ordonnance. Pour rappel, chaque type de non-conformité correspond à un item de cette prescription. Nous allons les reprendre un par un et en insistant uniquement sur les points importants et qui sont à améliorer. Le premier, c'est le prescripteur. L'identification du prescripteur est quelque chose d'absolument capital et il faut pouvoir être lisible, d'où l'importance d'écrire en lettres majuscules, de noter son numéro de ECT également systématiquement, de manière à être joignable le plus rapidement possible. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de l'action correctrice à minima qui consistait à joindre le prescripteur. Donc c'est plus facile si on a marqué son numéro. La signature est également obligatoire et préciser la date et l'heure de la prescription. Concernant l'établissement de santé, pas grand-chose à dire. On colle les étiquettes. Concernant l'identité de patient, si on a les étiquettes, on les colle. Après avoir vérifié bien évidemment la concordance auprès du patient ou sur le bracelet d'identification. Si on n'a pas d'étiquette, eh bien on écrit en lettres capitales et lisibles. Pour le contexte, vous avez 2 situations. Soit vous êtes dans une situation d'urgence vitale relative ou vitale immédiate et vous allez cocher la case. Et si vous n'êtes pas dans ces situations-là, il faut alors préciser la date et l'heure de la transfusion souhaitée. Les mentions dès que possible et sur appel sont des non-conformités à part entière et bloquent la délivrance du produit sanguin labile. Concernant les renseignements cliniques et biologiques, vous en avez quelques-uns qui sont déjà précisés. Vous pouvez en rajouter si nécessaire. Un élément important, c'est pour la prescription de concentré plaquettaire. Il est absolument primordial de renseigner le poids du patient ainsi que la numération plaquettaire qui permet en fait à peu près au niveau du site de délivrance de choisir la poche la plus adaptée au patient puisque c'est une posologie qui dépend du poids. Donc il est bien évident qu'entre une femme, enfin une personne de 40 kg et un rugbyman de 120 kg, la bonne poche ne sera pas forcément la même. Pour les PSL, eh bien, préciser le type et le nombre, c'est basique, mais des fois c'est oublié. L'ordonnance est envoyée comme ça, vierge.
Et enfin, concernant la qualification et la transformation des PSL, on va s'y attarder un petit peu plus parce que c'est la principale non-conformité, c'est la plus fréquente, c'est une non-conformité de fond et donc c'est manifestement celle qui pose le plus de problèmes aux prescripteurs. D'où l'importance en amont d'avoir regardé le dossier transfusionnel patient pour savoir s'il existe un protocole ou une consigne, ou même tout simplement si le protocole n'est pas clairement écrit, la notion d'antériorité d'agglutinin irrégulière d'emblée vous amène à prescrire un protocole adapté, phénotypé, compatibilisé. Et vous avez également les indications qui sont précisées au verso de l'ordonnance pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte. Concernant les CGR, vous avez plusieurs qualifications possibles. Donc, la qualification phénotypée résusquelle. Prescrire un CGR phénotypé résusquelle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va prescrire un CGR phénocompatible avec le receveur. Ça veut dire qu'à la distribution, ils vont choisir une poche qui est phénocompatible avec le receveur dans le système Rhesus, donc pour les antigènes grand C, grand E, petit c et petit e, et pour l'antigène KEL1. Ça veut dire qu'ils vont choisir une poche qui n'apporte pas un antigène que le patient ne possède pas pour le système Rhesus et pour l'antigène KEL1. De manière basique, c'est on n'apporte pas de plus quand le patient est moins pour un antigène. Les indications sont les femmes de moins de 50 ans, les antécédents de RAI positifs ou si votre recherche pour la transfusion que vous allez effectuer d'agglutinin régulière revient positive, les hémoglobinopathies, donc drépanocytose et bêta-thalassémie majeure, les affections chroniques dont la survie prolongée est conditionnée par des transfusions itératives et les patients présentant un groupe rare. Dans les autres situations, les recommandations HAS disent qu'il faut prescrire du non-phénotypé résusquelle et a fortiori si on a affaire à des patients de plus de 80 ans qui ne correspondent pas en fait aux situations qui sont énumérées au-dessus. Autre type de protocole, compatibilisé. Eh bien, les indications d'un protocole compatibilisé, c'est lorsque vous avez une RAI qui est positive ou lorsque vous avez un antécédent de RAI positive, même si celle-ci est très ancienne. Lorsqu'on a eu un anticorps un jour, il faut toujours en tenir compte pendant toute la vie. L'autre indication, c'est la drépanocytose. L'irradiation, ça a pour objectif la prévention de la GVH. On est donc en général dans un contexte d'hématologie, lorsqu'on a une allo ou une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, certaines chimiothérapies, l'aplasie médulaire idiopathique. Pour les concentrés plaquettaires, vous voyez qu'apparaît encore l'irradiation. Bon, vous pouvez l'oublier, elle est inutile dans la mesure où actuellement tous les concentrés plaquettaires sont inactivés par amotosalen et que ça a la même action sur les lymphocytes que l'irradiation. Et puis, dans la case autre, eh bien, vous pouvez être amené à préciser CPA compatible si le patient est immunisé dans le système HLA. Autre protocole également possible, c'est déplasmatisation. En règle générale, lorsqu'il y a un protocole de ce registre, il est inscrit dans le dossier transfusionnel patient. Et enfin, pour les PFC, vous pouvez être amené à prescrire un PFC VHE négatif, et ça concerne les patients qui ont des antécédents de greffe, cellules souches hématopoïétiques ou organes solides. Dernière chose, n'oubliez pas d'indiquer la précision. Ce n'est pas l'indication, pardon. Ce n'est pas une non-conformité à part actuelle, mais c'est une obligation également pour les PFC. Voilà, j'espère avoir été aussi clair que possible et avoir répondu éventuellement à vos attentes concernant les bonnes pratiques de prescription de produits sanguins labiles. Je vous remercie de votre attention et je vous ai laissé mes coordonnées et n'hésitez pas à me joindre pour un renseignement quelconque au sujet de la présentation ou tout simplement une information sur l'hémovigilance. Je serai disponible et je vous répondrai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Dr Ono, pour cette présentation. Je vais tout de suite laisser la parole aux personnes qui se sont connectées assez nombreuses en fait aujourd'hui. Donc j'imagine que ça interrogeait, le sujet intéressait et interrogeait aussi certains. Donc n'hésitez pas, est-ce que quelqu'un veut... Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole si vous avez des questions.
Je n'ai pas de questions dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter et à prendre la parole pour… Ah, excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Écoutez, je peux commencer si vous voulez. Marie Méhu à la direction qualité. Tout à l'heure, vous aviez parlé de formation et je me demandais comment se faisait la formation justement aux prescripteurs, qu'ils soient déjà au sein de l'établissement ou nouveaux praticiens internes, par exemple. Enfin, comment se faisait la formation du coup et comment étaient diffusées ces bonnes pratiques dans le cursus Bien, médical? vous soulevez un véritable problème, hein. Effectivement, la diffusion de l'information était quelque chose qui est relativement difficile. Donc, il y a un peu deux profils un petit peu différents. Il y a la formation en fait, aux paramédicaux et les formations aux médicaux. Pour les médicaux, eh bien, on essaye de répondre aux demandes ponctuelles et puis on va faire des actions qui vont être ciblées à partir des retours qu'on a au niveau de l'EFS. Lorsque, par exemple, il y a un incident grave de la chaîne transfusionnelle, eh bien, on va contacter les personnes concernées et puis on va faire des actions qui vont être ponctuelles et ciblées. Et c'est vrai que c'est difficile en termes de formation de toucher en fait la majorité, la communauté médicale en fait. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si, je vous ai entendu, merci. Merci beaucoup. Voilà. Après, on essaye d'intervenir progressivement. Récemment, nous faisons depuis 2 ans un cours aux internes des urgences systématiquement à chaque début de semestre. Ma collègue intervient également auprès des internes de l'anesthésie réanimation, plus les cours également au sein de certains services, la réanimation polyvalente, la chirurgie thoracique. C'est vrai que dans un premier temps, on a ciblé les services qui étaient gros prescripteurs pour essayer d'améliorer leur pratique, puisqu'ils sont amenés à prescrire très souvent, et donc potentiellement source de non-conformité. Peut-être juste une question complémentaire. Donc vous avez parlé du retard que ça pouvait engendrer, en fait, les non-conformités sur la délivrance des produits. Et en termes d'événements indésirables, est-ce que sur une année, ça représente un nombre d'événements de conséquences pour les patients, en fait, ces non-conformités de prescription? Alors, effectivement, ça peut entraîner un retard de délivrance hein, lorsque, en fait, il y a différents niveaux d'action. Il y a une action systématique et l'action à minima, c'est le rappel du prescripteur. Et donc, le délai que va mettre le technicien de distribution en fait, à joindre le prescripteur va effectivement conditionner le délai de délivrance et donc potentiellement effectivement entraîner un retard pour la délivrance, l'arrivée de la poche au sein du service et la transfusion. À ma connaissance, moi, mais je suis dans les mobiles vivants que depuis récemment, je n'ai pas notion d'événement indésirable ou d'incident grave en rapport avec un délai de délivrance retardé en raison d'une non-conformité de prescription. Voilà. En revanche, il est évident que ça entraîne des interruptions de tâches puisque ces appels vont forcément être source d'interruptions de tâches et lesquelles interruptions de tâches peuvent désorganiser l'activité de soins dans les services. Et on sait que c'est quelque chose qui est préjudiciable et qui peut être source également d'erreurs au bout de la chaîne. Je me permets encore de reposer une question. Donc vous avez parlé du projet d'informatisation de la prescription des produits sanguins labiles. Je pense que le projet est encore vraiment au tout début de la réflexion, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passera? Et du coup, est-ce que tous les champs, toutes les conformités, tous les champs de conformité seront pré-remplis ou obligatoirement remplis? Ou voilà, est-ce que vous avez déjà des… Ouais, alors effectivement, comme vous dites, on est au balbutiement du projet, hein, voilà, mais c'est effectivement un moyen qui permettra très probablement d'améliorer considérablement ces non-conformités. Je vous ai dit en fait qu'il y a des actions de formation qui sont menées, alors de manière plutôt ciblée, c'est vrai, mais
est très limité et on a du mal à toucher en fait l'ensemble des prescripteurs pour rappeler les bonnes pratiques. Et le développement de ces prescriptions connectées fera que par le système de champ bloquant et le menu déroulant, tous ces items devront être renseignés. Ensuite, il n'y aura plus besoin de coller des étiquettes. Il y aura en fait l'identité du patient sera renseignée automatiquement, l'identité du prescripteur sera renseignée automatiquement, les protocoles qui sont dans le dossier transfusionnel seront transcrits directement sur la prescription. Voilà, donc c'est tout un tas d'éléments qui apparaîtront comme ça directement sans avoir en fait sans faire l'effort d'aller les chercher, si vous voulez. Et donc rien que ça permettra de corriger la très grande majorité des non-conformités. Ça a l'air super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Est-ce qu'en termes de non-conformité, vous avez une idée actuellement du nombre de non-conformités que vous recevez par an? Alors, par an, non. Sur l'étude qu'on a faite sur 14 jours, nous avons analysé 849 prescriptions, 420 étaient non conformes, et sur ces 420 prescriptions, nous avions relevé 592 non-conformités au total, ce qui représente plus d'une non-conformité par prescription. Voilà. Et ça, uniquement pour le CHU de Nantes. L'EFS distribue pour l'ensemble des établissements du département. Et donc, voilà, ça multiplie les difficultés pour eux, quoi. Oui, alors après, c'est un peu vers là que je voulais vous amener, c'est que si on part sur le département et sur le GHT, est-ce qu'il faut avoir un système qui est lié au CHU ou est-ce qu'il faut avoir un système qui est lié au DPI du GHT? Je pense que là, on a c'est à mon sens un peu prématuré. Quand je parle du département, je ne parle pas forcément des hôpitaux du GHT, mais je parle également des pôles de clinique. Ouais. Les deux gros pôles de clinique qui sont également très consommateurs de PSL et donc qui envoient de nombreuses ordonnances, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le CHU est un gros prescripteur, mais qu'on n'est pas le seul, quoi. Et donc, ces non-conformités sont pour eux une surcharge de travail importante à corriger. Pour information, une non-conformité peut mettre jusqu'à 1 heure à être corrigée, en raison principalement de la problématique pour contacter le prescripteur, en fait, ou le service. On a tous été confrontés à essayer de joindre quelqu'un et avoir un téléphone qui sonne dans le vide, quoi, et ne pas réussir en fait à l'avoir. Non, mais sur le bien fondé d'informatiser un circuit de prescription, on est tous les deux d'accord. C'est sur la réalisation, mais on en parlera une autre fois, où on peut avoir des différences de point de vue. C'était pour avoir une idée. Et sur les non-conformités que vous avez pu observer, vous avez chiffré la gravité, parce que je suppose qu'il y a des cas où en fait c'est des non-conformités à des référentiels de bonne pratique, mais qui n'ont aucun impact clinique, ou c'est systématiquement des points bloquants à vos yeux? C'est systématiquement des points bloquants. Toute non-conformité qui a été listée, je vous ai présenté le tableau avec le listing des 9 non-conformités, toutes ces non-conformités sont un point bloquant. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle existe, ça bloque le système de délivrance et il faut que le technicien de distribution corrige cette non-conformité. Et pour la corriger, il va à minima contacter le prescripteur pour l'informer de la non-conformité et pour valider la nouvelle, la correction de l'ordonnance. Dans certains cas, pour les non-conformités plus importantes telles que l'absence de signature, il va lui demander de refaire une prescription et donc il va falloir que le prescripteur lui renvoie une prescription. Et donc on augmente encore les délais de délivrance du produit sans maladie. Et est-ce que vous avez pu chiffrer actuellement les différences entre les circuits complètement papier type hémato et les circuits partiellement informatisés type autres services de soins de l'hôpital? Je suis désolé, je n'ai pas entendu votre question. Est-ce que vous avez pu chiffrer les différences en termes de non-conformité entre les services complètement papier type hémato ou coped et les services partiellement informatisés type autres services à l'exclusion des REA ou REA par exemple? Qu'est-ce que vous appelez service partiellement informatisé? L'hémato, c'est clairement du papier, hein, on ne va pas se mentir. Alors sur la prescription sanguine labile, ça ne change rien puisque de toute façon, les papiers dans tous les services. Oui et non. Ça change quand même des choses à mon sens, mais
Sur la non-conformité, sur la prescription, sur la rédaction de l'ordonnance, La question, c'est est-ce que vous avez chiffré les différences? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question plutôt que d'essayer de prendre une échappatoire? non, je ne prends pas d'échappatoire, c'est qu'en fait, je ne saisis pas la question. Je suis désolé. Alors pour moi, il y a deux types de services. Il y a des services qui ont un support informatisé ailleurs que sur la prescription dans MO Service. Par exemple, dans Millennium, il y a des protocoles de transfusion. Il y a des services qui n'utilisent pas du tout Millennium. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous voyez des différences à ce niveau-là ou pas du tout. Est-ce que vous l'avez étudié ou est-ce que vous ne l'avez pas étudié? Non, on l'a pas étudié, mais encore une fois, moi j'ai pris les 850 ordonnances de prescription de sang malhabile et j'ai relevé les non-conformités, quoi, en fait. Et effectivement, je n'ai pas regardé quel était leur mode de fonctionnement en termes d'informatisation et quel était leur niveau d'informatisation, quoi. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Je ne sais pas si quelqu'un avait encore une dernière question à poser. On peut prendre une toute dernière question éventuellement, ou sinon on va clôturer. En tout cas, merci pour la présentation, les échanges. On a bien noté du coup votre contact pour les personnes qui auraient besoin de vous joindre pour approfondir certains points. Moi, je voulais juste du coup donner les dates des 2 prochaines visios qui se tiendront du coup sur janvier et février 2023. Donc le 19 janvier, ce sera le CLUD qui nous fera une présentation sur les thérapies non médicamenteuses de prise en charge de la douleur suite à une évaluation qu'ils ont réalisée. Et le 23 février sera une présentation du parcours ville-hôpital avec l'unité d'accès vasculaire, donc qui fait suite au travail de parcours patient-traceur réalisé entre le CHU et la ville. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Merci en particulier au Dr Renaud. Et puis, si vous quittez, merci de bien vouloir répondre à la petite enquête de satisfaction qui apparaîtra à votre écran. Joyeuses fêtes à toutes et bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.